Si vous observez bien autour de vous, tout n'est que ligne. Regardez bien autour de vous, n'importe quel élément a des bords ou des détails qui forment des lignes. Notre œil est familier aux lignes. Naturellement, il a tendance à les suivre comme un chien qui suivrait une balle qu'on lui lance. Bon de l'œil. Alors aujourd'hui on va parler composition, on va parler lignes, et plus précisément de lignes directrices. Alors qu'est-ce que les lignes directrices exactement? Quels sont leurs impacts? Quels sont les différents types de lignes et leur impact émotionnel? Comment les utiliser? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniac. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article complet à ce sujet, parce que ici je vais être assez bref, pas trop rentrer dans les détails pour pas que ce soit trop long ni trop compliqué. Et aussi sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y rendre, à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors premier point, qu'est-ce que les lignes directrices? Les lignes directrices sont des lignes. Oui, mais ces lignes ont la particularité d'avoir été cadrées et positionnées par le photographe pour diriger l'attention du spectateur vers un point particulier de la photo. Et ce point particulier, c'est en général le sujet principal de la photo ou un élément important. Comme par exemple une magnifique montagne, un humanoïde ou un coucher de soleil. Les lignes directrices, elles donnent au spectateur une piste à suivre dans le cadre, tout comme nous lisons les phrases d'un livre en suivant ces mots. Ces lignes, elles peuvent faciliter la lecture visuelle d'une photo. Donc maintenant, à partir de ce moment-là du podcast, je vais vous présenter les différentes utilités et applications des lignes directrices. Donc autre point, dirigez l'œil avec les lignes directrices. Je pense que vous l'avez compris, la principale utilité des lignes directrices est d'attirer l'attention du spectateur sur des parties que vous voulez qu'il regarde, mais aussi du coup de les éloigner des sections que vous ne voulez pas qu'il voit, du moins qu'il regarde moins. Alors les lignes directrices n'ont pas toujours besoin d'être des chemins que l'on peut suivre réellement. Parfois il s'agit simplement de motifs sur le sol ou de formes dans le ciel qui guident néanmoins l'œil du spectateur. Alors là je vous parlais d'une photo, donc je vous conseille d'aller voir l'article, d'aller voir la vidéo qui se rapporte, mais je vous la décris brièvement. Donc c'est une photo de paysage du coup. On a du coup sur la droite une grosse chute d'eau, une grosse cascade qui atterrit du coup dans, je sais pas comment on appelle ça, mais dans un courant d'eau du coup en dessous. Le courant d'eau il s'étire un petit peu sur la gauche, et en haut à gauche on a le ciel, donc un ciel avec quelques nuages, et donc nuages qui sont un petit peu colorés, d'une teinte de coucher de soleil. La photo est sans doute prise du coup à l'heure bleue ou l'heure dorée, vu qu'on voit pas le soleil, je dirais plutôt à l'heure bleue. Donc dans cette photo on est d'abord attiré par la chute d'eau, parce que la cascade elle forme en fait une ligne directrice principale que l'on va suivre jusqu'à ce qu'elle rejoigne le cours d'eau. Mais du coup le cours d'eau qui suit forme aussi une ligne directrice plus subtile qui nous mène jusqu'au reste du paysage, et notamment au ciel rempli de nuages colorés. Et du coup cela démontre que même des éléments de la composition qui sont moins importants peuvent aussi servir de ligne directrice. Alors attention, quand on veut diriger l'attention vers notre sujet principal avec des lignes directrices, on peut faire deux erreurs. La première, c'est de ne pas avoir de sujet vers lequel diriger l'attention. Il est important d'avoir un but lorsque vous établissez votre composition, à moins bien sûr que la ligne directrice soit elle-même le sujet. Deuxième erreur, c'est ne pas mettre l'accent sur des lignes spécifiques, parce qu'il existe de nombreuses lignes directrices potentielles dans une scène, mais il faut trouver la bonne ou les bonnes, et éviter de faire ressortir du coup celles qui ne sont que des distractions. Ensuite, créer un flux dynamique avec les lignes directrices. Les lignes directrices peuvent aussi servir à générer un flux, souvent appelé aussi dynamisme dans une composition. Le flux ou le dynamisme, c'est simplement l'idée de mouvement, le mouvement des yeux à travers la photo. Comme on peut faire avec le rythme, j'ai aussi sorti un podcast et une vidéo à ce sujet cette semaine. Peut-être que ça sortira plus tard dans la semaine. Avec les lignes directrices, le spectateur est automatiquement entraîné dans un voyage à travers la photo. Et cela permet aussi de le maintenir engagé dans le cliché, dans le sens où ses yeux vont suivre un chemin, ce qui va les garder plus longtemps dans le cadre. Un petit peu comme si vous deviez tirer sur un fil pour attraper votre poisson, au lieu de l'avoir directement dans une barquette. Tirer sur le fil, ça prend plus de temps, mais ça nous engage aussi personnellement. Et d'ailleurs, la direction dans laquelle courent les lignes peuvent aussi être utilisées pour influer sur l'ambiance et le sentiment général d'une composition. J'y reviendrai plus tard sur l'orientation des lignes et leur impact. Ensuite, autre point, ajouter de la profondeur avec les lignes directrices. Les lignes directrices sont une excellente méthode pour donner une impression de profondeur dans une photo, et donner un aspect tridimensionnel. Donc pour illustrer ce propos, j'utilise une photo de rue en fait, une rue new-yorkaise sans doute. On voit une route vers le premier plan, puis on voit qu'elle s'étire, elle s'allonge, et elle disparaît vers l'arrière-plan dans un point de fuite. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler du coup des lignes convergentes. Ce sont des lignes à la base écartées mais qui se rapprochent et même parfois fusionnent jusqu'en un point au loin à l'horizon, comme sur la photo que je viens de décrire. Et c'est un excellent moyen de transmettre la profondeur et la distance. En partant du coup par exemple du bord de la photo, en général du bas, et en convergeant vers un élément clé de la composition ou simplement en s'estompant dans le fond de la photo, comme dans la photo exemple, il n'y a pas vraiment de sujet principal, c'est juste une route qui s'étend comme ça et qui disparaît au loin. Ensuite, autre point, les lignes directrices comme sujet. Les lignes peuvent aussi se suffire à elles-mêmes et créer un sujet en elles-mêmes
en occupant beaucoup d'espace et en attirant l'attention. En particulier d'ailleurs dans les photos abstraites. Pour ce faire, vous devez généralement vous approcher très près de la ligne directrice dans le monde réel, et il est souvent utile dans ce cas-là d'utiliser un objectif grand angle pour exagérer sa taille par rapport à l'arrière-plan, lui faire prendre de l'importance et le transformer en sujet principal. Alors autre point, les lignes directrices des barrières redoutables. Comme on a pu le voir jusque-là avant, l'œil se déplace facilement le long des lignes, mais quand il s'agit de les traverser, il a beaucoup plus de mal. Les horizons, qui sont des lignes, peuvent diviser le haut et le bas d'une photo de manière désagréable. C'est pourquoi il est toujours mieux soit de trouver des horizons doux, donc qui ne forment pas une ligne bien définie, ou un élément qui traverse le ciel et la terre pour donner l'impression d'être plus connecté. Donc là, la photo que j'utilise comme exemple, c'est une photo de paysage encore du coup. Donc il y a une ligne d'horizon, il y a un petit peu des montagnes, il y a aussi un sol en fait qui est composé de givre, je pense, de glace, aussi de terre. Et en fait c'est la photo d'un geyser, donc d'une source chaude, en tout cas du moins. On voit une colonne de vapeur comme ça qui part vers le haut dans le ciel. Et vu que c'est chaud à cet endroit, et que c'est probablement pris en Islande, en fait le tour est froid avec de la glace, de la neige, et en fait plus on se rapproche du geyser, plus en fait c'est chaud, donc il n'y a pas de neige, ça a fondu. Et même c'est pas progressif d'ailleurs, c'est plutôt une ligne qui est vraiment présente. Donc on a une ligne où il y a la différence entre la neige qui est présente et la terre. Du coup ça forme une ligne comme ça au premier plan qui va jusqu'au geyser, et ensuite on voit du coup le geyser avec la colonne de vapeur qui part vers le haut comme ça dans le ciel. Et voilà, donc là c'est la photo dont je vais parler. Donc la ligne directrice entre le premier plan et l'arrière-plan de cette photo est très importante pour sa composition. Donc la ligne, je vous disais, qui est au premier plan, qui forme la différence entre du coup la partie enneigée et la partie non enneigée. Elle ajoute de la profondeur et dirige l'œil vers le sujet principal, donc qui est la colonne de vapeur de la source chaude. Et du coup la colonne de vapeur qui traverse la ligne d'horizon a aussi son importance. Sans elle, l'œil aurait bloqué sur la ligne d'horizon qui aurait divisé la scène en deux de manière très nette, avec une partie en haut et une partie en bas. Et d'ailleurs, si elle est utilisée correctement, la propriété de barrière des lignes peut aussi être un moyen efficace de cadrer ou framer votre photo et de contenir et diriger le regard ou de fermer votre composition. Le framing, c'est un autre sujet que j'ai déjà abordé peut-être dans mes podcasts, je suis pas sûr, en tout cas sur mon site photomaniac.fr. Donc le principe, c'est de mettre des éléments autour de votre photo, sur les bords, sur le cadre. Et donc ici, je relie le framing avec les lignes directrices. Dans la photo exemple, on a notamment des arbres qui sont sur le bord de la photo, qui permet d'ailleurs de nous orienter un petit peu vers la montagne, plus au loin, au fond. Alors maintenant, autre point, où trouver des lignes directrices. Les lignes directrices sont observables de partout. Peu importe où vous habitez, ou l'endroit où vous aimez prendre des photos, il y en a. Donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas les utiliser. La ligne directrice classique et la plus facile à trouver, c'est sans doute le chemin. Les chemins sont par nature des lignes directrices puisqu'ils mènent quelque part. En prime, les bords du chemin produisent souvent un point de fuite à l'horizon, parce qu'ils se rejoignent les bords. Et en plus de ça, on peut trouver des chemins de partout, dans les forêts, les parcs, en ville et même à la campagne. Il existe pléthore d'autres lignes directrices possibles que celles des chemins. Je les ai laissées du coup dans mon article, que je vous laisse aller voir. Donc il y a par exemple les barrières, les cascades qu'on a vues, les courants d'eau, les rives, etc. Donc c'est pas une liste exhaustive, il existe plein d'autres choses, mais ça vous donne comme ça une petite idée. Et enfin on va voir les différents types de lignes directrices. Donc on a les lignes horizontales. Dans la photographie de nature et de paysage, les lignes directrices horizontales sont courantes. Elles sont généralement utilisées lors de la prise de vue avec un objectif grand angle, car elles s'étendent sur toute la largeur de la photo. Traditionnellement associées au calme, à la paix et à la tranquillité, les lignes horizontales sont un choix fantastique pour la nature et les photos plus détendues. La largeur de la prise de vue peut donner une impression d'ouverture et peut être particulièrement atmosphérique lorsqu'elle est associée à un bon éclairage. Donc pareil pour cette partie, j'ai mis plein d'exemples photos très intéressants, donc j'invite à aller sur l'article ou à voir la vidéo. Ensuite on a les lignes verticales, elles ont tendance à véhiculer le pouvoir et la hiérarchie. Elles peuvent être utilisées pour communiquer un statut autoritaire dans votre photographie en attirant le regard vers le haut ou vers le bas dans le cadre. Dans la photographie de mode, de rue et d'architecture, les lignes verticales sont fréquemment utilisées pour donner une importance visuelle au sujet. Ensuite on a les lignes courbes. Elles semblent plus naturelles que les lignes droites. Elles sont le plus souvent utilisées dans les photos de nature, où les lignes directrices peuvent être utilisées pour mettre en évidence des points de repère spécifiques. Les lignes courbes ajoutent un sentiment de détente et de beauté naturelle à une photo. À l'opposé des lignes déchiquetées du coup, comme les pics montagneux accidentés qui ont tendance à transmettre une humeur plus dure. Ensuite on a les lignes diagonales, donc pour générer une sensation de mouvement, d'énergie, de changement ou de direction, on utilise les lignes diagonales. Elles vont généralement du premier plan à l'arrière-plan, de gauche à droite pour donner une impression de distance. Dans ce cas, votre sujet doit plutôt se trouver au début ou à la fin de votre ligne pour en maximiser l'impact. Essayez d'expérimenter les lignes diagonales pour augmenter la sensation de profondeur dans votre image, si vous avez une grande profondeur de champ notamment.
Ensuite, on a les lignes convergentes. Lorsque deux lignes se rejoignent, nos yeux ont tendance à s'y concentrer. Si votre scène présente deux lignes directrices convergentes, c'est l'endroit idéal pour placer votre sujet. Les lignes directrices convergentes sont parfaites pour créer un élément de composition fort dans vos photos. Ensuite, on a les lignes implicites. Il s'agit de lignes qui ne sont pas physiquement présentes dans la photo, mais qui peuvent être imaginées. Elles sont suggérées. Le regard humain en est le meilleur exemple. Nous suivons automatiquement la ligne de vue d'une personne pour voir ce qu'elle regarde. Et enfin, on a les lignes croisées, elles doivent être évitées car elles peuvent perturber le flux d'une photo et amener le spectateur même à se désintéresser de la ligne directrice, ruinant ainsi le flux d'une photo. Vous pouvez toutefois en tirer parti pour créer intentionnellement un sentiment de tension et de confusion dans votre photo. Donc on arrive à la fin de ce podcast, c'est un sujet aussi assez vaste en fait, l'air de rien. Donc je vous invite pareil à aller voir mon article sur mon site, photomaniac.fr, ou même aller voir du coup la vidéo aussi pour avoir des illustrations plus visuelles. Évidemment, comme pour tous les autres outils de composition, comme les grilles de composition ou encore le rythme, il est inutile d'en devenir obsédé, de vouloir l'utiliser absolument sur toutes ces photos. Mais les lignes directrices, elles peuvent être intéressantes comme thématique sur un laps de temps défini ou pour une séance par exemple. En fait, vous devez juste considérer les lignes directrices comme un nouvel outil que vous pouvez utiliser ou non dans vos photos. Bref, moi je vous laisse ici à vos lignes et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.